Bonjour et bienvenue dans ce studio aménagé par les équipes de nos télés au sein de Tournée Expo. Vous le savez, sur nos télés, c'est un jour, une commune. C'est vrai, sauf ce dimanche, puisque nous ne parlerons pas d'une commune, mais de la province de Hainaut. Alors le débat aujourd'hui sera un petit peu particulier, puisque le niveau de pouvoir que représente la province est relativement peu connu. Et puis ce niveau de pouvoir pourrait être amené à disparaître, ou en tout cas fondamentalement revu par le gouvernement wallon. 5 partis sont autour de la table pour ce débat qui durera un peu plus d'une heure. PS, MR, Engagés, Écolo et PTB. Un 6e aurait pu nous rejoindre. Défi et Chez nous ont en effet présenté des listes, mais chacun dans un seul des 2 districts, et donc ils ne rentraient pas dans les règles pour participer à ce débat. Ce débat s'articule autour de 4 grandes thématiques. Nous parlerons de la zone de secours, des inondations, de l'enseignement, de la culture et du patrimoine. Je vous propose que l'on entre tout de suite dans le vif du sujet. On parle des zones de secours avec une petite séquence qui nous explique le rôle qu'y joue la province. La zone de secours de Wallonie-Picarde compte 7 postes de secours: Blaton, Comines-Warneton, Évreny, Leuze, Moucron, Rebais et Tournai. Ces missions concernent bien sûr le sauvetage des citoyens en cas d'incendie ou d'inondation par exemple, mais la zone de secours a aussi un rôle en matière de prévention, d'aide médicale urgente assurée par les ambulanciers, ainsi qu'en matière de lutte contre la pollution. La zone de secours emploie 582 personnes, des pompiers, des ambulanciers professionnels ou volontaires. Elle couvre les besoins de 19 communes, soit près de 320 000 habitants. Chièvres, Enghien, Silly et Brugelette sont quant à elles rattachées à la zone de Hainaut-Centre. Depuis la réforme et la mise en place des zones de secours en 2015, leur financement dépend des dotations communales. Elles perçoivent par ailleurs pour environ 5% de leur budget des recettes dans le cadre de prestations qu'elles effectuent, comme par exemple dans le cadre du service ambulancier de l'aide médicale urgente. Mais depuis 2020, une partie du financement communal a été transférée aux provinces. Pour celle du Hainaut, sur un budget provincial de plus de 512 millions d'euros, le financement de la zone de secours de Wallonie-Picarde représente 59 millions d'euros, soit environ 11% du budget provincial. Ce montant serait amené à doubler puisque la part de l'intervention provinciale est progressivement augmentée chaque année. Alors Philippe Duvivier, ma première question sera pour vous. Finalement, ce financement de la zone de secours par la province, est-ce une bonne chose ? Tout d'abord, je constate qu'effectivement la province a réalisé un miracle pour arriver à budgétiser 60% des zones de secours. Et ça représente plus ou moins, comme vous l'avez expliqué ici dans la vidéo, plus ou moins 50 à 60 millions d'euros. Maintenant, des efforts vont être encore consentis et je pense que la province a ses limites au niveau de la province et surtout au niveau des efforts qui sont demandés, que ce soit au niveau humain, que ce soit au niveau infrastructure, on a poussé le curseur un peu trop loin. Par contre, la formation, que ce soit des ambulanciers, des pompiers et des policiers, là, ça doit rester un rôle, on va dire, au niveau de la province, et ça, c'est primordial. Mais restons au financement, donc c'est trop lourd sur le budget provincial, d'après vous? Oui, bien sûr, on doit trouver d'autres pistes, au niveau du fédéral, par exemple. Valérie Gosselin, pour l'EMR, est-ce qu'il a fallu raboter dans d'autres services pour arriver à financer les zones de secours par les provinces? Je vais évoquer un autre chiffre que celui de 59 millions qui représente effectivement la part 2024, c'est celui de 250 millions. C'est même un peu plus que 250 millions, c'est ce qui a été versé depuis 2020 par la province pour le financement des zones de secours. Et nonobstant cet investissement qui est colossal, il n'y a eu aucune suppression de services et aucun licenciement. Et moi je me souviens très bien qu'en 2020, quand ça nous est tombé dessus, nous étions en train de préparer le budget et on nous disait en 2024, imaginez qu'il va falloir sortir 52 000 euros plus une partie du fonds d'aide des provinces, donc 59 millions d'euros. On ne va jamais y arriver, ce sera le bain de sang social, on va devoir licencier du personnel, supprimer des services. Rien de tout cela est arrivé, nous savons financer. Certes, nous avons puisé dans les réserves, mais nous avons réussi à financer tout ça. Mais donc ça veut dire que finalement la province en avait les moyens ?
Il y a eu une réflexion terrible, c'est l'année 2021 qui est l'année créative, où le personnel lui-même est venu avec des solutions. Le personnel est venu avec des solutions d'économie qui ont porté leurs fruits. Il y a eu un moratoire sur le remplacement du personnel, moratoire qui a été globalement respecté, qui aboutit au non-remplacement de 450 équivalents temps plein sur une législature. Tout ça a porté ses fruits. On a été puisé dans le fonds de réserve également, mais il y avait des sources d'économie possibles, et je peux vous le dire, il y en a encore. Laetitia Liénard, je me tourne vers vous. Dans le programme du Parti socialiste, on voit une proposition pour le financement de ces zones de secours, c'est d'impliquer directement les entreprises qui sont concernées par la sécurité, éventuellement les assurances. Vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça pourrait fonctionner? Oui, alors il est indéniable que les zones de secours sont des services prioritaires pour la population, et ça ici tout le monde dans ce débat en est parfaitement conscient. Mais il faut savoir que cette réforme, elle a été aussi assez mal vécue par les provinces, parce que depuis une dizaine d'années maintenant, la province fait des économies, a un moratoire sur son personnel, et maintenant, parce que les autres niveaux de pouvoir sont aux abois, on vient vers la province parce qu'elle a un peu de réserve. Alors en effet, on n'est pas obligé, c'est la bonne volonté des provinces de participer à ce financement, mais il n'y a aucune obligation de la part des provinces. Et d'ailleurs, c'est remis en cause par le CIRIET, qui est un centre d'études de l'Université de Liège, qui dit que c'est anticonstitutionnel. Et il y a également la section législation du Conseil d'État qui faire un cours de droit ici, mais c'est anticonstitutionnel. Mais il y a une participation ici souhaitée par le Parti socialiste de faire contribuer les entreprises privées. Je m'explique. La province de Hainaut, tout comme la province de Liège, ont sur leur territoire énormément d'entreprises Céveso. Et donc, on considère chez les socialistes que, comme dans d'autres pays d'Europe, la Belgique est la seule à financer à 100% les zones de secours, on peut faire contribuer ces entreprises au financement de la sécurité des citoyens. J'imagine, Ariane Després, qu'au PTB, c'est une piste qui pourrait vous satisfaire de passer par le privé. En tout cas, d'avoir une contribution des entreprises. Probablement dans une certaine mesure, mais on n'est pas vraiment pour les partenariats privés-publics. Là, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de licenciement, mais il y a des non-remplacements de personnes qui partent à la pension. On veut arriver à plus de 400 personnes non remplacées, ça va quand même toucher les services à la population. On voit les pompiers de tournée qui sont en grève depuis 2 ans. Il y a des raisons à ça. Ouais. Donc on ne peut pas dire que tout va bien. Ils sont usés, ils sont fatigués, ils n'ont pas assez de personnel, mais tout va bien. Philippe Laine, pour vous, est-ce que la province doit essayer de trouver de nouvelles sources de financement pour assumer les moyens des zones de secours ? Mais je pense que d'abord, il y a une question de savoir un peu dans tout l'échelon institutionnel belge, comment est-ce qu'on s'arrange pour garantir la sécurité des habitants, et ici dans ce qui nous concerne, pour la sécurité des Hainuyers. Et donc on sait bien, et d'ailleurs les débats sur les communes qui viennent d'avoir lieu montrent bien que les communes sont en difficulté pour financer toute une série de choses qui sont importantes pour les habitants des communes. Et donc un choix politique qui a été fait à un moment donné, c'est de demander aux provinces de reprendre en charge une partie du financement des zones de secours. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est le niveau de pouvoir qui a le plus de possibilités de dégager des marges budgétaires aujourd'hui conséquentes et importantes pour aller financer la sécurité des habitants. Et donc, c'est important que la province réalise cet objectif. Et c'est même pas moi qui le dis, la majorité MR, les engagés à la région, dans sa déclaration de politique régionale, dit qu'il faut que les provinces reprennent 100% du financement des zones de secours. Et donc la question manifestement ne se pose même pas du côté de la majorité régionale, c'est les provinces, c'est le financement des zones de secours, ça devient leur première mission dans les années qui viennent. Alors, Ariane Després pour le PTB, donc vous avez parlé de vos inquiétudes par rapport à l'emploi, mais au niveau du financement des zones de secours, on doit plus les faire peser sur les pouvoirs locaux, sur le fédéral ? Les communes sont déjà endettées, il faut remonter ça au niveau... Nous, on est pour remonter ça au fédéral. Fédéralisé. Ok, on a parlé donc du financement de ces zones de secours, on va quand même aussi parler du fonctionnement de ces zones de secours. Philippe Laine, quelles sont vos propositions, quelles mesures pourraient être prises pour améliorer le fonctionnement des zones de secours en général, celle de Wallonie-Picardie en particulier? Mais, donc il y a à chaque fois des problèmes qui sont plus spécifiques à chacune des zones. Je pense que ce qui est important, c'est qu'on puisse soutenir les zones de secours pour qu'elles puissent se projeter par rapport à tous les changements qui arrivent dans la société. Et notamment par rapport à tout ce qui est changement climatique. On l'a encore vu au mois d'août avec les inondations qui se sont produites ici en Wallonie-Picardie. Ce sera l'objet de la deuxième partie. Voilà. Il y a un véritable enjeu à ce que les zones de secours puissent s'adapter à ces nouveaux risques
puisqu'on n'est plus sur une canalisation d'eau qui saute, mais on est sur d'autres risques à gérer. Les services, on parlait tantôt des ambulanciers, on sait qu'avec les pics de canicule, de chaleur qui peuvent arriver, c'est d'autres interventions médicales aussi qu'ils doivent faire. Et donc, il y a un véritable enjeu pour accompagner les zones de secours, pour leur permettre de prendre en charge ces nouveaux risques et donc de nouveau de garantir la sécurité des habitants dans le Hainaut. Ariane Després, au niveau du fonctionnement de la zone de secours, est-ce que vous avez des suggestions pour les rendre plus efficaces? Réinvestir dans l'humain, tout simplement. On est en train de se retrouver avec des gens qui ne peuvent plus être pris en charge suffisamment vite parce que les ambulances ne sont pas suffisantes, etc. Je sais qu'il faut faire des économies, mais il faut choisir où on les fait. Est-ce qu'on les fait au niveau de l'humain ou est-ce qu'on va les chercher ailleurs? Alors Philippe Duvivier, pour les engagés, comment améliorer ce fonctionnement des zones de secours? Mais nous, les engagés, c'est ce qu'on dit depuis le début, c'est qu'on peut, au niveau du budget des services de secours, ce n'est pas les communes ni les provinces à arriver à boucler le budget de ces zones de secours. Par contre, comme je le disais tout à l'heure, c'est au niveau du fédéral. En plus de ça, on est en pleine formation du gouvernement, en plein pourparlers, et dans notre note des engagés, il est bien stipulé qu'il faut refédéraliser les zones de secours. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple concret. Parce que, par exemple, la commune d'Elzel, les premiers secours qui arrivent, ce sont les secours de René. Parce qu'il y a une rapidité, il y a une proximité, mais surtout une efficacité. Et en plus de ça, on peut sauver des vies. Donc moi, effectivement, nous pensons les engager qu'à un certain moment, si on parle entre deux régions, flamande et wallonne, automatiquement, ça doit revenir au fédéral et le subventionnement doit être refédéralisé. Valérie Gosselin, on renvoie la balle vers le fédéral. Vous négociez avec notamment votre parti, le MR, avec les engagés au niveau fédéral. Est-ce que c'est une piste qui vous conviendrait ? Mais il faut jouer quand même un franc jeu. Le fédéral a l'obligation légale de financer les zones de secours et ne l'a pas fait. C'est comme ça que c'est arrivé finalement dans le sérail des provinces. Je ne peux pas entendre que des entreprises privées doivent financer des services publics. C'est même l'État régalien qui est visé. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas audible au niveau du MR. Écoutez, j'ai dit qu'on avait mené des mesures d'économie au niveau des provinces, on a réussi à les financer. Il faut poursuivre l'effort, faire de la créativité, et plus que jamais, c'est la réforme qui va nous permettre de mener à bien ce financement, quitte à ce qu'il arrive à 100%, comme c'est prévu dans la déclaration de politique régionale. Donc il n'y a pas nécessaire pour vous de passer par une intervention de l'État fédéral Je crains que ce soit un vœu pieux. Ah. Alors, Laetitia Liénard, on a vu dans le reportage qu'il y a actuellement 19 communes qui sont couvertes dans la zone de secours de Wallonie-Picarde. Il y en a 4 qui appartiennent à une autre zone de secours, donc Brugelette, Anguien, Silly et Chièvre. Est-ce qu'il serait souhaitable qu'elles soient rattachées à la zone de secours de Wallonie-Picarde? Alors, il faudrait reposer aussi le contexte du débat. À l'heure actuelle, la province paie, mais ne s'immisce pas dans les décisions de la zone de secours. Elle a un représentant au sein du conseil de zone, mais pour l'instant, la province n'a pas à donner le la politique sur sa manière de fonctionner. Il faut quand même reposer le débat où nous, on paie, on paie parce qu'on vient en aide aux communes, mais à l'heure actuelle, on ne va pas dire cette zone, elle doit fonctionner comme ça, on doit acheter tel camion ou on doit acheter tel lance. Donc il faut reposer quand même très particulier le débat. C'est très payer particulier. Et de ne pas pouvoir décider. Et jusqu'à pas très longtemps, on n'avait pas de voix délibérative au sein de ce conseil. Ce qui est envisageable, si on devient le payeur principal, le financeur principal de la zone de secours, ce serait logique que l'on entre dans les instances décisionnelles de la zone de secours pour anticiper les problématiques et la déferlante financière des zones de secours. Parce que avoir 3 zones de secours différentes sans se parler et sans être intégrées à la décision, eh bien, on n'a aucune maîtrise des finances. Or, si on est les financiers, on doit pouvoir maîtriser. Est-ce qu'on pourrait faire l'inverse, avoir une grande zone de secours à l'échelle de la province, si la province s'implique aussi du côté décisionnel? Je pense qu'il faut garder une unité
proche du citoyen, mais comme dans les communes, comme dans les CPS, il y a des synergies qui sont possibles sur des matières qui sont transversales. Je pense qu'on peut avoir une certaine transversalité dans les zones, comme par exemple les marchés publics, l'informatique, un service juridique, un service des ressources humaines. Ça, on peut rationaliser. Pour le reste, il faudra voir ce que le nouveau gouvernement nous propose dans les semaines à venir. Ariane Després, par rapport à cette prise de décision plus importante de la province dans les zones de secours, c'est quelque chose que vous encouragez également au PTB? À partir du moment où c'est financé par la province, oui. Probablement que la province doit avoir plus de vues sur ce qui se passe. Alors Philippe Laine, si demain on devait supprimer les conseils provinciaux, puisque c'est clairement dans l'air du temps, vers quel niveau de pouvoir est-ce qu'on pourrait transférer ce financement et cette gestion des zones de secours? Je pense que si on prend la WAPI, c'est la Wallonie-Picard, c'est le bassin naturel pour recueillir toute une série de compétences de la province, mais notamment le financement des zones de secours. Donc les intercommunales, la conférence des bourgmestres, concrètement? Oui, mais en fait, du côté d'écolo, nous plaidons pour rationaliser en fait toute la couche institutionnelle qui existe entre les communes et la région, dont la province. Et donc aujourd'hui, le problème que l'on a en Wallonie, c'est que vous avez les communes, vous avez des intercommunales A, une intercommunale B, les zones de secours, les zones de police, la province. Ça fait plein de personnes dans plein d'endroits, mais qui ne se parlent pas, qui ne se concertent pas. Et nous, ce qu'on voudrait au niveau institutionnel, c'est ramener tout sur un seul niveau pouvoir politique. Alors ça, c'était les enjeux des élections de juin. Ça ne se fera pas sous cette législature-ci, puisque manifestement, ce n'est pas le choix politique qui a été posé. Mais si on veut vraiment rationaliser les choses et utiliser de manière la plus efficace l'argent public, en fait, c'est vers ça qu'il faut aller. Valérie Gosselin, cette rationalisation dans la lasagne institutionnelle, c'est... Monsieur Laine a l'air de dire que votre parti n'y est pas favorable, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Mais pourtant, quand on lit la déclaration de politique régionale, c'est très clair, nous sommes favorables à une rationalisation. Je pense qu'il est temps, je rejoins mon collègue, il est temps dans ce pays qu'on se mette autour de la table, qu'on détermine qui fait quoi, qu'on supprime les doublons, sans toucher au personnel, c'est écrit également dans la déclaration de politique régionale, avec le maintien des droits acquis, mais on ne peut plus supporter d'avoir des institutions qui font le même travail et parfois de façon moins efficace pour certaines. Il faut garder les spécificités, mais il faut qu'il y ait une répartition des compétences un peu plus logique. Et reconstruire quelque chose sur base d'une intercommunale à l'échelle de la Wallonie-Picard, c'est... Permettez-moi de croire aussi qu'il y a des intercommunales qui travaillent avec les provinces en sous-traitante. Donc je pense que la province a son rôle à jouer. Attention que dans la déclaration de politique régionale, il n'est pas parlé de suppression des provinces, mais du pouvoir politique provincial. Oui, oui. Et donc l'un n'empêche pas l'autre. Philippe Duvivier, vous vouliez réagir? Ben oui, parce que j'entends parfois, c'est un peu surréaliste du parti écolo, évidemment, mais nous, que ce soit les engagés, le MR, on a décidé de réformer, parce qu'il y a eu un changement, vous le savez quand même, il y a eu un changement depuis juin 2024, où les citoyens veulent plus d'efficacité dans toute cette couche institutionnelle, dans toute cette lasagne institutionnelle. Donc on veut aller beaucoup plus vite. Les citoyens attendent des réponses à leur questionnement plus rapidement. Alors effectivement, nous les engagés, je le dis clairement, c'est qu'à un certain moment, il n'y a pas de suppression des provinces. Elles sont là, elles existent depuis la création de la Belgique, elles existeront toujours, elles fonctionneront toujours. Par contre, ce qu'on demande, c'est une modernisation de l'institution provinciale. C'est là qu'il faut pour avoir plus d'efficacité. Et ça, c'est urgent. C'est urgent. En gros, on garde l'administratif, on revoit la gouvernance politique au niveau des provinces, c'est ça? Oui, exactement. Ce qui va peut-être vous surprendre, c'est qu'effectivement, au niveau politique, d'ici 6 ans, on ne veut plus de conseillers provinciaux, d'élus provinciaux. Voilà ce qui va changer. Et alors, le grand danger, effectivement, de la province, c'est les intercommunales. Parce qu'il y a beaucoup de services qu'offre la province aux communes, où elles sont plus ou moins, on va dire, en gratuité. Mais avec les intercommunales, ben, il n'y a pas de gratuité. Alors comment vont faire les petites communes pour faire des cahiers de charges, tout ça? Donc ça, c'est important. Attention, votre temps file. Oui. On a compris l'idée. Ariane Després, au PTB, la structure, une intercommunale ou autre, pourrait succéder à l'institution provinciale pour organiser tout ça? On est pour une réforme de la province, une modernisation, enfin tout est fort opaque. Oui. Mais on n'est certainement pas pour un recul démocratique
Si on n'a plus d'élus, c'est un recul démocratique. On va mettre simplement des bourgmestres qui vont travailler à huis clos et on n'aura encore aucune transparence. On est pour une diminution des salaires des représentants, des députés, etc. Mais certainement pas pour un recul démocratique. Si c'était un format intercommunal, tous les partis représentés dans les différents conseils communaux seraient représentés dans cet intercommunal. Oui, mais on va se retrouver de nouveau avec des choses très opaques. Moi, je vois ça un peu de l'extérieur. Je ne fais pas partie des groupes de la majorité, je ne suis pas à la province. Je vous explique la galère que ça a été pour trouver les informations. C'est des recherches, des heures de recherche pour trouver un maximum d'informations sur le fonctionnement de la province et ça reste très opaque. Vous avez ici les séquences de nos télés voilà. qui expliquent bien le fonctionnement. Alors on l'a dit, parmi les situations d'urgence auxquelles sont confrontés les pompiers, les inondations sont de plus en plus fréquentes. Et voilà la transition toute faite vers le deuxième thème de ce débat, les inondations. Je vous propose de regarder une petite séquence pour mieux comprendre le rôle crucial que joue la province. Avec 1632 km de cours d'eau, la province du Hainaut est celle qui compte le plus de voies d'eau non navigables et elle est souvent citée comme modèle pour son rôle proactif en matière de lutte contre les inondations. En effet, pour mener à bien ses missions, la province investit chaque année plus de 5 millions d'euros. Concrètement, le travail consiste en une gestion des cours d'eau existants ainsi qu'en la réalisation d'ouvrages de protection. Ces aménagements sont réalisés par les experts du service d'ingénierie technique dans le cadre du programme NACIA et ce, depuis 2009. Différents bassins d'orage et zones d'immersion temporaire ont été réalisés dans les points critiques de Wallonie-Picarde, à Ath, Wilmot ou Brunehaut par exemple. Ils ont certainement permis d'atténuer les dégâts lors des dernières inondations. Pour arriver à maîtriser les rieux capricieux, d'autres actions sont menées en amont et en aval des zones submersibles, comme la mise en place de pertuis, et ce, en collaboration avec les communes, qui, elles, prennent en charge l'aménagement de fascines ou de clapets anti-retour. Mais on le sait, les inondations risquent bien d'être de plus en plus fréquentes et de plus en plus intenses d'après les prévisions des climatologues. La lutte contre les inondations implique également les agriculteurs, tant la façon dont ils cultivent leurs champs peut avoir un impact sur le ruissellement des eaux. Pour les accompagner dans une approche durable de l'agriculture, le CREPA à Namur et le CARA chez nous à Ath innovent afin de préparer les producteurs au changement climatique. Alors on l'a vu, la province de Hainaut dépense annuellement 5 millions d'euros pour financer des moyens de prévention des inondations. Ça peut paraître beaucoup, mais est-ce suffisant ? Je vous propose un petit tour de table. Si vous êtes au pouvoir à la province du Hainaut après le 13 octobre, est-ce que vous souhaitez au moins maintenir ce niveau de 5 millions par an pour lutter contre les inondations ? Monsieur Gosselin. Alors, à votre question, la réponse est oui, mais je vais ajouter un autre chiffre. Ah, pardon, juste la réponse. On fait oui, après oui, on rediscutera. Oui. 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 Et vous ? Et vous ? Oui. Oui. Évidemment. Tout à fait logique. Unanimité, c'est quand même merveilleux. C'est quand même merveilleux. Mais si vous voulez, on peut repartir maintenant sur ce débat. Est-ce qu'il faut... comment organiser ces 5 millions ? Est-ce qu'il faut une forme de supracommunalité pour lutter contre les inondations ? Je vais ajouter un autre chiffre, si vous le permettez, qui m'a été soufflé, parce que j'ai la chance d'avoir dans mon groupe le président de commission, Michel Pécrot. Il m'a donné un chiffre intéressant. Il y a 12 millions d'euros qui sont en attente d'être investis dans la lutte contre les inondations. Et ces 12 millions, ils sont en attente. Le projet est prêt. On sait, on va le faire. On a même adjudiqué la société. Donc la société est prête à intervenir. Il manque une chose. C'est le droit d'intervenir sur le sol. Le droit de propriété, enfin le droit qui nous permet d'intervenir. L'emprise. Et ça prend du temps. Et quand on imagine que sur les 18 millions qu'on investit sur la législature, il y a encore 12 millions qui peuvent être utilisés dès demain, moi je comprends parfois les personnes qui nous regardent et qui disent c'est bien beau d'avoir 5 millions, j'ai encore eu de l'eau dans mon salon ce week-end dans Wallonie-Picarde. C'est interpellant, mais la province fait ce qu'elle peut par rapport à... C'est un autre niveau de pouvoir qui bloque ou c'est le vendeur. Le vendeur n'est pas satisfait du prix, il va en justice, expertise. Parfois, il y a des blocages communaux également. C'est ça le problème. Alors, on a pas mal fait au niveau de la prévention. Bon, je pense qu'il y a toute une série de choses, les aménagements, mais ça commence avec une bonne prévention pour gérer les inondations. Philippe Duvivier, quelles mesures pourraient être prises pour améliorer ce volet prévention ?
Ben, effectivement, là, vous avez raison, parce que quand on voit le programme NACIA, qui est un programme justement de gestion des inondations du Hainaut, ben, moi je félicite, parce que là, c'est bien la preuve que dans la province, vous avez encore de l'excellence, des gens qui sont de terrain. Et c'est ce qui manque maintenant. Et voilà. Vous êtes très impliqué, notamment dans le monde de l'agriculture. Là, il y a par exemple un travail à faire très concrètement, aller plus faire de la prévention auprès des agriculteurs. Oui, mais il faut savoir qu'il y a deux types de ruissellement. Vous avez le ruissellement, évidemment, par débordement de cours d'eau. Ça, c'est vraiment l'objectif de la province. Et puis, vous avez aussi le débordement par ruissellement. Et ça, c'est l'érosion des toits. Donc évidemment, là, le jour de l'agriculture a vraiment un rôle à jouer en concertation avec les communes et les citoyens. Voilà. Mais des aides, et ça c'est une gestion de la région Wallonne par la cellule JCR, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'une lasagne institutionnelle. Et je pense qu'à un certain moment, il faut mettre tout le monde sur la table et avec une seule institution qui dirige tout. Simplifier. Ok. Philippe Laine, le programme d'Écolo parle de la création de zones d'immersion temporaire supplémentaires. Pour vous, c'est une des priorités d'action contre les inondations ? En tout cas, c'est ce qui permet la meilleure prévention. Et alors, je pense que dans les acteurs, vous avez oublié aussi les watringues, qui ont aussi un rôle à jouer, et dont c'est aussi une de leurs missions principales. Et je pense que c'est vraiment important parce que tout ce qu'on peut mettre en prévention fait qu'on a moins de dégâts lorsque on a un problème d'inondation, de pluie, et surtout, pas que pour les habitants. On parlait des agriculteurs, mais quand vous avez un agriculteur dont le champ se trouve complètement dévasté parce qu'on n'a pas su le protéger en amont, ben, en fait, on a un problème sur la culture qui peut venir avec, et donc c'est toute la garantie aussi de la chaîne alimentaire qui se retrouve posée derrière ces questions-là. Donc c'est pas que la question de la protection des habitats ou des infrastructures publiques, c'est aussi en fait notre garantie sur la chaîne alimentaire qui se retrouve posée à travers tous ces enjeux. Et la province, elle a un véritable rôle à jouer en la matière. Alors c'est vrai qu'elle était précurseur par rapport à une série d'autres provinces, et Liège est venu voir comment bien gérer ce genre de zone d'immersion et ces bassins d'orage naturels qu'on peut construire. Mais je trouve que le service de la province devrait encore anticiper beaucoup plus quand il fait ses estimations, parce que pour l'instant, il est encore sur un mode de calcul qui repose encore trop sur ce qui se passait avant qu'on ait le changement climatique. Et maintenant, sur les amplitudes que l'on a, ça devient un peu difficile dans les infrastructures qu'ils construisent. Alors Laetitia Liénard, on a évoqué Liège ici à l'instant. Est-ce que si demain une catastrophe du même type que celle qui s'est déroulée en région liégeoise devait arriver chez nous, est-ce que vous penserez qu'on serait en mesure d'agir, d'éviter, même ce serait encore mieux, mais en tout cas de prévenir ce genre de catastrophe? Alors les services de la province sont des services séculaires en la matière. Bien avant même que la Belgique existe, la province était déjà très impliquée dans la lutte contre les inondations. Ici, depuis 2009, on a augmenter notre capacité d'action en la matière, mais on était déjà précurseurs. Nous, ce qu'on propose au niveau du Parti socialiste, ce serait de pouvoir rapatrier la gestion des cours d'eau non navigables de troisième catégorie, qui sont gérés actuellement par les communes, mais pour lesquels on a déjà des conventions. Donc il y a 69 communes en Hainaut et on a 99,9% des communes qui ont déjà une convention avec la province de Hainaut. Alors pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Nous, ce qu'on propose, c'est de rapatrier la gestion à la province de Hainaut. Maintenant, est-ce qu'on peut anticiper? La province effectue déjà des crash tests. En effet, avant, ça se faisait tous les 100 ans, puis c'était tous les 25 ans. Nous, ce qu'on propose également, c'est d'anticiper ces crash tests. Mais le mouvement politique va plutôt dans l'autre sens, non pas de rapatrier vers la province, mais de supprimer l'institution provinciale. Si l'institution provinciale devait disparaître, qui pourrait reprendre cette gestion politique des cours d'eau qui, par nature, vont d'une commune à l'autre, et si la commune en amont ne fait pas ce qu'il faut, celle en aval sera inondée. Ce serait stupide de renvoyer ces compétences ailleurs alors qu'on a l'expertise en interne. On a le personnel en interne et les communes conventionnent avec la province pour que la province gère leurs cours d'eau. Et donc, autant garder cette expertise au sein de la province. Si pas, la gestion revient à la Wallonie.
Alors Valérie Gosselin, vous êtes d'accord avec cela? La gestion des inondations doit rester entre les mains de la province? Une fois n'est pas coutume, je suis totalement d'accord, effectivement. Je rappellerai que la gestion des cours d'eau, c'est par bassin, donc pas par bassin de vie, mais par bassin de cours d'eau. La province a une expertise, elle a du matériel, elle a du personnel d'une qualité extraordinaire. Et je n'ai pas vu dans la déclaration de politique régionale une volonté ferme de rapatrier ça vers la région. Je pense même pouvoir croire qu'ils ne sont pas tellement demandeurs. Vous voyez l'expérience des routes. Si la région wallonne devait gérer les cours d'eau comme il gère les routes, c'est quand même très interpellant. Est-ce qu'il ne faut pas renforcer aussi peut-être les synergies au niveau européen, voire plus haut? Écoutez, on pourrait dire oui, mais là on rentre dans les niveaux de cours d'eau numéro 1, enfin des cours numéro 1, et donc là ça dépend de la région wallonne. Donc là on rentre dans un débat qui dépasse nos compétences. Ariane Després, il vous reste encore pas mal de temps de parole. Pour vous, est-ce que la lutte contre les inondations doit rester une des missions primordiales des provinces? Oui. Je pense que c'est les mieux formés, les mieux équipés pour le faire. Donc il n'y a pas de raison. Je pense que tout le monde plus ou moins est d'accord sur le fait que ça doit rester une compétence provinciale et être renforcée par la province. Et comment est-ce qu'on pourrait, comment est-ce qu'on pourrait encore renforcer? Comment est-ce qu'on pourrait imaginer de faire mieux, faire plus? Une meilleure coordination entre les différents niveaux pour le moment et probablement un meilleur financement. Mais ça reste toujours le nerf de la guerre, où aller chercher l'argent. Parce qu'on a parlé de lasagne institutionnelle, il y a aussi plein d'instances qui s'occupent de gestion de l'eau, que ce soit la région wallonne, mais aussi, on a parlé des intercommunales tout à l'heure, au niveau des intercommunales, IPAL s'occupe aussi un peu d'eau, donc il y a peut-être moyen de trouver des formules intermédiaires. Oui, c'est pour ça qu'on est aussi pour une réforme et pour une simplification de tous ces niveaux de pouvoir. Alors Philippe Lenne, chez Écolo, est-ce que vous avez envisagé d'autres façons pour lutter contre les inondations, pour être plus efficace à ce niveau-là? On est alors beaucoup plus sur des coordinations globales et si je reprends votre question précédente, regardez ce qui s'est passé en Europe de l'Est ici ces derniers jours avec l'énorme quantité d'eau qui est tombée. On voit bien que la zone géographique d'une province, quand vous remettez ça, on aurait eu la même chose du côté de la France et la Belgique, c'est complètement trop petit que pour pouvoir gérer correctement les impacts que l'on a. Et donc il y a en tout cas sur la gouvernance des zones d'immersion et de tout ce qui est impact du changement climatique, c'est à un niveau beaucoup plus important qu'il faut aller, un niveau plus haut qu'il faut aller piloter ça. Et la région, là-dedans, a un véritable rôle de coordination à mettre en œuvre. Alors, avant de passer à la suite de ce débat et d'accueillir d'autres candidats sur ce plateau, vous êtes peut-être les derniers candidats à vous présenter à la province, pour gouverner la province. Quel est votre sentiment aujourd'hui? Est-ce que vous avez un peu l'impression que c'est inutile ou qu'il y a encore une action à mener? Quel est votre état d'esprit, Laetitia Liénard? Je ne serais pas ici si je ne pensais pas qu'il n'y avait pas encore une action à mener. Je pense qu'il y a un service public à maintenir, c'est notre volonté. On entend parler de la suppression de la couche démocratique de la province. Je pense que ce serait une erreur parce que supprimer cette couche démocratique, ce serait supprimer les recettes qui permettent de financer les services qui sont proches du citoyen. Alors nous, on est prêts à réformer, à moderniser et à voir l'avenir avec la province. Ariane Després, même question, votre état d'esprit en vous présentant à une élection qui est peut-être la dernière élection à un conseil provincial? Pareil, je ne me présenterai pas si je n'y croyais pas, mais il faut réformer, moderniser effectivement, mais certainement pas supprimer ni du service à la population, ni supprimer du personnel, que ce soit pas en licenciant effectivement, mais en ne renouvelant pas le personnel. Ça va diminuer le service à la population et on est contre. Philippe Duvivier, quel est votre état d'esprit? Moi, je suis un homme de terrain, donc évaluement, il y a 3 mots. C'est, on va dire, analyser, évaluer et surtout corriger la situation. Parce que dans un monde où ça va de plus en plus vite, il n'y a pas que maintenant. Je pense que les gens ont besoin d'éclaircissement et ont besoin d'une province qui soit la plus efficace possible. Valérie Gosselin, vous, membre d'un des partis de ce gouvernement qui ambitionne en tout cas de réformer de manière profonde les provinces, est-ce que vous n'êtes pas dans une situation un peu schizophrénique parfois? Non, pas du tout. Merci de vous inquiéter pour ma santé. Mais une profonde volonté de réforme en défendant le travailleur. C'est écrit que l'on veut défendre le travailleur, le maintenir dans son emploi et dans ses droits acquis, mais aussi parce que la province continue à exister. Il y a 500 millions d'euros
chaque année qui sont gérés, eh bien, il est important que la Wallonie-Picarde demeure présentée au sein du collège. Et donc je m'inscris dans cette volonté-là aussi. Alors Philippe Laine, pour les écolos, est-ce que vous pensez que cette province, c'est vraiment le moment plus que jamais de s'investir pour la transformer, la moderniser? Alors certainement pour les 6 ans qui viennent, parce qu'on est dans une société qui est en train de changer, qui évolue. Et donc la province aussi, elle est en train de faire un grand shift, un grand changement. Et donc elle va devoir quitter une série de choses qu'elle avait l'habitude de faire pour prendre en charge de nouvelles missions. Et ça, c'est tout l'enjeu des 6 ans qui viennent. Et l'orientation pour les 6 ans qui viennent pour la province, c'est assurer la sécurité des nuisiers. C'est son nouveau métier, c'est là-dedans qu'elle doit s'investir et c'est un enjeu pour nous tous et nous toutes. Donc on l'aura compris, tout le monde a l'air d'avoir envie que l'institution provinciale demeure, subsiste d'une manière ou d'une autre. Nous arrivons au terme de la première partie de ce débat. Nous allons accueillir d'autres candidats maintenant pour parler d'enseignement, de culture et de patrimoine. Nous accueillons 5 nouveaux candidats pour la suite de ce débat consacré à la province. Et nous allons parler maintenant de la thématique de l'enseignement. Et pour vous situer ce que fait la province en ce domaine, une petite séquence. La province de Hainaut forme chaque jour près de 40 000 élèves. Le réseau d'enseignement provincial compte 57 institutions, des établissements d'enseignement secondaire, des centres de formation en alternance, des établissements de promotion sociale, des hautes écoles, des centres PMS et des écoles d'enseignement spécialisées intégrées aux instituts médico-pédagogiques. Parmi ces établissements, en Wallonie-Picarde, on peut citer par exemple le CEFA, le Centre d'éducation et de formation en alternance, l'IESPP et l'IPES à Tournai, le CTA à Leuze, l'Athénée de Leuze en Hainaut et l'Institut provincial d'Ath et une haute école, l'école Condorcet qui forme des ingénieurs, des infirmiers, des agents immobiliers ou des kinés par exemple. La province compte entre 4 500 et 5 000 enseignants subventionnés et 1 000 agents provinciaux. Alors on l'a entendu, la province, c'est toute une série d'institutions de différentes écoles. Est-ce que, François Morage, pour le PTB, quel est l'intérêt de garder toutes ces structures? Est-ce qu'il y a un intérêt d'avoir autant d'établissements? Je pense que c'est hyper important de garder l'offre sur le territoire provincial. Je pense que c'est quelque chose qui est particulier à la province aussi. Moi, je suis enseignant à la fédération et à la région, et avant à la province, donc je sais très bien quelles sont les spécificités de chaque chose. Donc voilà, ici, la problématique qu'on a, c'est qu'on entend rationaliser ou moderniser ou aussi des miracles, comme dans la première partie. C'est quand même 450 emplois en moins. Si on enlève de l'emploi dans l'enseignement, c'est comme partout, l'offre sera inférieure et de moins bonne qualité. Et donc, je pense que c'est surtout ça qu'il faut essayer de préserver, c'est les hommes, les êtres humains, les travailleurs qui sont auprès des élèves et auprès des apprenants, parce qu'on parle aussi après de l'emploi. Et donc retirer des offres d'emploi dans certaines régions, comme à Ath, qui vont se retrouver vers Tournai, c'est aussi forcer des gens à être cuistots à Tournai ou fermiers à Ath. Mais finalement, ça n'a pas beaucoup de sens, parce qu'on peut, dans le monde actuel, avec la région qui fait un peu n'importe quoi au niveau du logement et des cotes par exemple pour les étudiants ou n'importe quoi au niveau de la mobilité, je pense que c'est important de garder aussi ces établissements. Donc oui, nous au PTB, et nous voulons absolument garder ces spécificités et garder cette offre extraordinaire que la province peut offrir. Alors Véronique Duren, pour l'EMR, vous êtes d'accord avec ça? Il faut garder tous ces établissements sous la houlette du provincial. Est-ce que finalement il n'y a pas beaucoup de réseaux qui coexistent et qui font qu'on s'y perd un petit peu? Oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la province l'enseignement est une compétence importante au niveau de la province, puisqu'elle représente 70% du budget provincial. Et donc la province s'est toujours efforcée de garantir un accès équitable pour un enseignement de qualité. Et donc je trouve qu'il est hyper important, bien sûr, de garder les différentes institutions sur le territoire de la province. On a par exemple les filières du qualifiant, professionnel, etc., qui témoignent d'un enseignement qui est tourné finalement vers l'avenir et qui met directement le jeune en lien avec les entreprises, avec le monde du travail pour une meilleure insertion finalement. Donc oui, je suis pour le maintien bien sûr des différentes institutions, surtout que nous savons qu'il y a énormément de métiers en pénurie et donc la province a vraiment un enseignement de qualité
de proximité. Et j'insiste, nous devons bien sûr maintenir l'enseignement avec le maintien des services et le maintien bien sûr du personnel, parce que vous l'avez dit dans le reportage, il y a 45 000 plus ou moins étudiants, 57 établissements. C'est énorme et donc c'est important de garantir cette offre pour la population. Virginie Ganjom, est-ce qu'il ne faudrait pas néanmoins un peu cibler les types d'enseignements dans lesquels la province serait active? On a vu dans le reportage qu'il y avait tous les niveaux, du secondaire, de l'enseignement spécialisé. Est-ce qu'il faudrait cibler dans l'enseignement technique, dans l'enseignement spécialisé? Je ne pense pas. Aujourd'hui, l'excellence de la province est reconnue, je pense, par tous les acteurs en termes d'enseignement technique, professionnel au sein de la province du Hainaut. Je vais peut-être vous surprendre, je voudrais aller même plus loin. Moi, je suis médecin et je travaille depuis plus de 20 ans à accompagner des malades porteurs de handicap ou en expertise dans l'évaluation du handicap chez l'enfant, chez le jeune adulte et même chez les seniors. Et au quotidien, je vois clairement que sans la province, il y aurait beaucoup d'enfants, d'adultes accidentés de la vie ou handicapés de naissance qui seraient laissés de côté. Donc je pense que la province fait énormément aujourd'hui et, selon moi, pourrait encore faire mieux pour ce public fragilisé que représentent les personnes accidentées de la vie. Vous, comme moi, on peut être victime demain d'un accident, d'une maladie qui nous sort du cadre du travail, qui nécessite une réinsertion professionnelle, qui passe par une formation nouvelle. Et tout ça, la province peut le faire. Elle le fait très bien. Alors, évidemment, aujourd'hui, on est dans une budgétarisation sans surcoût, mais comme disait mon collègue, il y a eu 400 emplois en moins, mais ils ne touchent pas l'enseignement, ce sont des emplois administratifs. Je pense qu'on doit mettre le paquet pour la formation, pour l'enseignement, en particulier pour les publics fragilisés que sont les personnes handicapées ou qui sont accidentées de la vie. Donc quand même avec une orientation prioritaire dans le type d'enseignement offert par la province. Je ne pense pas qu'il faille choisir, je pense qu'il faut une synergie et il faut regarder par exemple à Moucron, on a fermé l'école d'infirmières, mais on n'a pas arrêté de former des infirmières, on les a déplacées certes vers Tournai, mais le service à la population est là, la pénurie doit être résorbée, donc ok, des économies d'échelle, d'économies de moyens, mais l'objectif final qui est de former et de mettre sur le terrain des personnes qualifiées, très qualifiées pour des secteurs en pénurie, là, ça doit rester une priorité. Alors, Roxane Genette, pour les écolos, vous êtes d'accord avec ça? La province doit garder toutes ces filières. Est-ce qu'il ne faudrait pas, si pas fusionner les réseaux, mais en tout cas un petit peu clarifier peut-être l'offre en formation au sein des différents réseaux, pardon. Mais donc, pour nous, l'institution provinciale ne devrait pas rester. Elle fait beaucoup de doublonnage en fait. Très clairement, la partie enseignement, elle est cadrée à plus de 80% par la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est la Fédération Wallonie-Bruxelles qui paye une grande partie des salaires des enseignants. Et donc dans ce cadre-là, pour nous, on ne veut pas supprimer quoi que ce soit dans ces écoles, mais c'est la manière dont elles sont gérées. Pour nous, elles ne devraient plus être gérées par la province, mais elles devraient être gérées à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Justement pour limiter tous les réseaux et les différents pouvoirs organisateurs, pour rationaliser les choses, pour rendre les choses plus efficaces. Nous, on pense vraiment que ça devrait aller vers la Fédération Wallonie-Bruxelles pour être géré de manière plus transversale. Mais en même temps, l'enseignement tel qu'il est donné dans la province est très bon et il faut le maintenir là où il est, comme il est, parfois en allant un peu plus loin dans les cours qu'on donne, en réfléchissant un peu mieux à préparer l'avenir de nos jeunes et les préparer au monde qu'ils vont rencontrer dans les années... On garde les établissements, on garde le personnel, mais on réorganise juste la manière de le gérer et les réseaux. Marianne Clément, c'est quelque chose qu'au Parti socialiste, on pourrait appuyer, ça, de confier les établissements d'enseignement provinciaux à la Fédération Wallonie-Bruxelles? Bien, en intervenant en 5e, je pense que s'il y a bien une chose qui fait l'unanimité ici, c'est l'enseignement et la qualité de cet enseignement au sein de la province de Hainaut. Cette qualité, elle est possible parce qu'on y a mis les moyens. On a mis les moyens en apportant des infrastructures de qualité aux élèves, aux travailleurs de demain et aux adultes en fait de demain. En leur apportant des infrastructures de qualité, mais au-delà de ces infrastructures de qualité, en leur apportant un encadrement des
du matériel de qualité et de pointe qui permet aux jeunes qui sortent de l'école d'être les mieux armés possibles pour avoir un emploi. Et par rapport à tout ça, ce qui est important de savoir, c'est qu'on a 280 millions d'euros qui viennent de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais au-delà de ces 280 millions d'euros, au niveau enseignement, la province vient rajouter 80 millions d'euros en plus pour permettre notamment aussi à apporter une réponse en fait au monde entrepreneurial qui demande quoi depuis plusieurs années, c'est de pouvoir avoir finalement une réponse à ces jobs en pénurie. Et on forme toute une série de jobs ou de futurs travailleurs qui étudient dans des jobs en pénurie. C'est des personnes issues du monde de l'ORECA, des électromécaniciens, des maçons, etc. Alors François Morat, je vous l'avais dit, vous êtes pour le maintien de toutes ces structures, mais est-ce qu'on ne pourrait pas mutualiser certains services? On pense à l'accueil extrascolaire ou l'organisation de voyages. Certaines choses pourraient être mises en commun entre différentes écoles? Je pense que c'est évident qu'on peut réellement rationaliser, mais ça ne veut pas dire au détriment du travailleur. Toujours dans cette optique-là, c'est-à-dire de ne pas de suppression d'emploi, ni l'idée que c'est satisfaisant de ne pas remplacer des gens qui sont au service de la population. Et ça, c'est vraiment notre point crucial, c'est de ne pas toucher à l'emploi. Donc oui, nous, on est déjà, mais dans un autre débat régional, on est déjà pour la rationalisation au niveau de l'enseignement libre. Donc on ne va pas aller à l'encontre de propositions qui rationalisent les différents niveaux d'enseignement, ou en tout cas là où ça se trouve. Mais votre crainte, c'est que ça se fasse en licenciant du personnel. Mais rationaliser, c'est logique, mais ce n'est pas la manière dont la rationalisation des partis qui sont à la région n'est pas notre rationalisation. Et ça, il faut être clair dessus. Rationaliser, c'est pas se dire être satisfait d'avoir 450 emplois, alors qu'on ne touche pas évidemment à leur paye ou aux cabinets qui sont à la province. Ce serait peut-être là où on pourrait rationaliser aussi. Quand on parle de l'enseignement supérieur, cette fois, il y a souvent cette dualité entre le souhait de spécialiser pour avoir des filières d'excellence et de rendre ça accessible le plus largement possible. Il y avait eu tout le débat l'an dernier sur la filière en médecine. Vous êtes médecin, Virginie Genjom, à Mons. Est-ce que la province devrait jouer un rôle pour augmenter l'offre de filières d'enseignement supérieur en Hainaut? Mais si vous voulez parler de la pénurie de médecins, oui, je suis concernée. Je suis responsable d'une maison médicale et nous cherchons désespérément à recruter de jeunes médecins. C'est compliqué. Mais c'est en ayant des formations en Hainaut qu'on aura plus de médecins en Hainaut, ou bien si on étudie la médecine à Namur, Bruxelles, Liège... Mais vous savez, la province du Luxembourg, elle excelle. Elle s'implique beaucoup dans la formation. C'est l'une de ses priorités. Nous, en Hainaut, c'est l'histoire qu'il a voulu ainsi prioriser l'enseignement. Maintenant... si on reste avec une institution provinciale qui prend ses responsabilités et qui peut être budgétisée, oui, pourquoi ne pas s'impliquer autant que possible pour fournir davantage de personnes qualifiées dans les métiers en pénurie? Mais la province ne peut pas tout faire. Je pense qu'on doit également regarder des partenariats vers les échelons plus élevés afin de faire au mieux pour les métiers, surtout du médical, du monde médical. Véronique Duren, quel est votre avis pour l'EMR? Il faut développer justement les hautes écoles en Hainaut, ou bien on peut aller faire ses études au Luxembourg, à Namur ou à Bruxelles? Non, je pense qu'ici on est dans un contexte économique qui est difficile. La situation financière n'est pas tenable à long terme, et donc c'est pour ça que dans la DPR était la volonté vraiment de supprimer l'institution politique. Je dis bien l'institution politique, pas les services, pas le personnel, vraiment le maintien de l'emploi. Il ne faut pas qu'il y ait de confusion. Et donc, je pense que la province offre déjà un large panel. Il y a une très grande spécificité dans les différentes filières. Et donc, je pense que nous devons continuer avec les filières existantes pour le moment et ne pas démultiplier. Justement, on parle de simplification, de mutualisation, de modernisation. Et donc, il y a moyen de garder cette qualité d'enseignement avec les institutions existantes sur le terrain pour le moment, sur le territoire. Mais néanmoins, il y a une série de métiers en pénurie, notamment dans la santé. Est-ce qu'il faudrait contribuer à plus d'écoles supérieures pour, par exemple, infirmières? C'est souvent cité.
Mais nous avons déjà un large choix, je trouve, sur le territoire, dans le paramédical par exemple, ici sur Tournai, et donc je pense qu'il y a moyen de combler ces métiers en pénurie, tels que paramédical, médical, etc. On a des écoles de très grande qualité, avec un personnel également enseignant de grande qualité, le personnel dans tout son ensemble en tout cas, et donc je pense que nous pouvons continuer avec l'offre actuelle sur le territoire. Oui. Alors Marianne Clément, l'enseignement est souvent lié à de la recherche également, c'est le cas en province de Hainaut avec le CARA à Ath. Est-ce que c'est un domaine sur lequel la province devrait investir plus encore dans la recherche pour doper par exemple l'économie? Au-delà de la recherche, le travail du CARA, il y a aussi tout l'accompagnement des agriculteurs qui est effectué. En fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la province, quand elle investit ou quand elle se met à travailler sur une compétence, c'est parce qu'il y a une demande territoriale qui est là. Et on y répond. Ce n'est pas un conseiller provincial ou un député qui a sorti ça de son chapeau. Et donc par rapport à ça, ce que je veux dire, c'est que le CARA, depuis de nombreuses années, on a vu ici les agriculteurs il y a quelques mois qui sortaient dans les rues, le CARA, ce travail d'accompagnement, il le fait depuis des années. On les accompagne dans leur comptabilité, on les accompagne dans la déclaration, dans les déclarations PAC, on les accompagne dans les analyses de sol, dans tout ce qui est contrôle de leur exploitation, remise de leur exploitation. Et donc, il y a déjà un travail qui est effectué, et je pense que ce travail, il est très bien. Si les acteurs de terrain ou les acteurs locaux nous disent aujourd'hui on a besoin de plus, on sera bien entendu à leur écoute, mais pour le moment, la demande, elle n'est pas encore là. Alors, Oksane Genette, vous êtes d'accord là-dessus? C'est un pôle dans lequel il faut se positionner, la recherche, la formation, mais orienter recherche de nouveaux procédés, de nouvelles technologies? Très clairement, le CARA fait un travail intéressant qui n'est pas toujours encore assez développé pour s'adapter au dérèglement climatique. Et donc pour nous, il est vraiment important de leur permettre de continuer à évoluer dans ce qu'ils proposent et qu'ils puissent faire leur travail d'accompagnement, notamment des agriculteurs, mais aussi des agriculteurs, par exemple, pour s'adapter au réchauffement climatique. Il y a certaines espèces de plantes qui ne vont plus savoir vivre de la même manière. Et donc il faut vraiment pouvoir aider les agriculteurs à planter les plantes qui auront la meilleure résilience, qui vivront le mieux dans ce contexte-là, et pour qu'ils puissent garder un approvisionnement alimentaire pour les habitants. Et pour faire cela, la province vous semble l'outil adéquat? Et, voilà, je vais le redire, la province ne nous semble pas la couche de lasagne la plus utile et intéressante. Là encore, une fois, pour nous, le CARA, il pourrait tout à fait être pris soit par la région wallonne, soit par la Fédération Wallonie-Bruxelles, en fonction de ce qu'on a envie de plus développer, la recherche ou l'accompagnement. Mais voilà, le CARA en tant que tel, il faut qu'il continue son action, mais le pouvoir qui l'accompagne, lui, peut être différent. François Morage, sur la recherche, c'est quelque chose pour lequel il faudrait appuyer? Nous, on est évidemment pour la science et pour tout ce qui peut apporter pragmatiquement des avancées. Et en effet, le CARA en fait partie. Mais je veux quand même revenir sur l'arnaque un petit peu qu'on est en train d'avoir là en face, parce qu'on veut valoriser l'idée d'avoir des infirmiers et tout ça, mais on va supprimer les horaires de nuit. Moi, j'ai mes collègues, je travaille en tant que psychologue, et on arnaque un petit peu l'affaire en disant on ne va plus les payer en supplément sur les nuits. Donc, si on veut vraiment avoir une idée que l'enseignement est un apport après d'avoir des réels travailleurs sur le terrain qui ne sont pas en burn-out, on ne doit pas non plus à la région supprimer ou au fédéral avec des décisions comme ça. Donc il y a tout un ensemble qui doit être pris en compte. Mais pour revenir au CARA, oui, évidemment, le CARA est pour le coup, je suis bien ce qu'ils se font parce que je suis moi aussi un petit peu scientifique sur les bords. Donc voilà, j'aime beaucoup ce que fait la province par rapport à ça. Et il n'y a pas que seulement le CARA d'ailleurs, il y a d'autres instituts de recherche ou de statistiques qui sont hyper importants pour apporter des réponses à nous aussi, politiciens. Ce que vous souhaitez, c'est une cohérence entre les politiques adoptées à différents niveaux de cette lasagne institutionnelle. C'est complètement incohérent de dire on répond aux besoins sur la province et puis derrière avoir une suppression des travails inconfortables. Je trouve que c'est complètement incohérent. Une réaction peut-être du côté des engagés ou du MR par rapport à ce côté schizophrénique peut-être des différents Non, mais je comprends tout à fait. C'est vrai qu'il faut
absolument une cohérence et c'est pour ça en fait qu'on doit aujourd'hui établir les doublons des compétences et qu'il faut à terme y mettre fin et donc il faut en fonction du niveau de pouvoir et de l'expertise de chacun voir qui serait le plus à même entre guillemets peut-être de gérer la compétence parce que vous parlez d'arnaque, il n'y a pas d'arnaque mais c'est vrai que c'est compliqué, le niveau politique belge est assez compliqué avec toute cette couche de lasagne institutionnelle et donc c'est vrai que les citoyens s'y perdent, ne s'y retrouvent plus. Certains citoyens ne savent même pas qu'il y a un niveau provincial, qui est le niveau intermédiaire entre le niveau, le pouvoir communal et le pouvoir régional. Il y a le niveau fédéral. Quand vous parlez aux citoyens, ils ne savent même pas que nous allons voter le 13 octobre pour la province. Les communales, ça ma foi, le citoyen le sait. Et donc c'est ça, il va falloir avoir une cohérence dans les décisions qui seront prises et c'est pour ça que nous voulons supprimer les doublons et voir quel serait le niveau de pouvoir le plus à même à gérer telle ou telle compétence. Le temps passe et nous allons maintenant passer à la séquence suivante et parler de culture et de patrimoine. Que fait la province de Hainaut en cette matière? Voici une séquence. En matière culturelle, le travail de la province est axé sur l'éducation permanente, l'épanouissement du citoyen par l'art et la culture. Les champs d'action des différentes provinces concernent le cinéma d'art et essai, les bibliothèques, le théâtre, les fanfares et chorales par exemple. En Wallonie-Picarde, plusieurs événements sont labellisés de la province de Hainaut, l'envol des cités ou les rencontres inattendues en font partie. Pointons aussi un acteur culturel important et pourtant trop peu connu, le CRECIT, le Centre de recherche d'essais et de contrôle scientifique et technique pour l'industrie textile. L'endroit est dédié à la production de tapisseries contemporaines et à la restauration d'anciennes œuvres textiles. Côté patrimoine, la cathédrale de Tournai est toujours en cours de rénovation. À ce jour, la cathédrale a bénéficié de 34 millions d'investissements. L'accord cadre prévoit 12 millions complémentaires de travaux de restauration et d'entretien à réaliser dans la partie romane. La partie gothique de l'édifice fera quant à elle l'objet d'un nouvel accord cadre restant à négocier. En FM, en DAB+, et en streaming, c'est Néo Radio. Alors Marion Clément pour l'EPS, est-ce que au niveau culturel, les manifestations que propose la province ne sont pas un peu trop élitistes? On n'est pas en fait, on n'est pas du tout élitiste au niveau de la province pour les manifestations parce que en fait on travaille. Il y a un mot d'ordre et c'est toujours le même, c'est la supracommunalité. Donc c'est-à-dire qu'on vient travailler avec les communes, avec les centres culturels où on arrive avec des travailleurs temporaires qui sont mis à disposition et on met à disposition de ces communes et de ces centres culturels pour les projets qui nous sont proposés des moyens humains et des moyens financiers pour que ça puisse fonctionner. Au-delà de tout ça, on a le bibliobus. Le bibliobus, c'est une bibliothèque qui passe et qui s'en va dans des coins reculés ou pour des personnes qui n'ont pas forcément accès à la lecture et qui ainsi peuvent avoir accès à la lecture de cette manière-là. Et donc non, je pense qu'on est bien loin de l'élitisme parce que la culture, ça a toujours été le parent pauvre de beaucoup d'institutions, mais ça n'a pas été le cas à la province. C'est d'ailleurs une de ses priorités historiques. Donc non, l'élitisme, ce n'est pas du tout le cas. Oxane Genette, quel est votre avis sur la Grand Place de Tournai? Plutôt Patrick Sébastien ou plutôt les inattendus? Les inattendues sont intéressantes parce que justement elles vont peut-être un peu élitistes à certains moments, mais elles vont sur justement toucher du patrimoine qui se fait chez nous, notre culture, des gens de chez nous qui font des choses. Et donc c'est intéressant. Voilà. Et sinon globalement pour la culture, qu'est-ce que la province devrait faire? Est-ce que c'est du... Alors, pour nous... La province, qui, je précise, finance les inattendus, quoi. Oui. Donc, la province, elle a deux manières de subsidier la culture. Toute une partie qui est en fait un peu légale, imposée par la Fédération Wallonie-Bruxelles, et toute une partie qui est facultative. Et nous, on trouverait vraiment intéressant que la partie légale soit augmentée, en fait, parce qu'on travaille là en synergie avec les communes via leurs centres culturels. Et en fait, ceux qui connaissent le mieux le territoire, qui connaissent le mieux leur public, ce sont les centres culturels dans les communes. Et donc, pour nous, il faudrait que la province, dans la manière dont elle choisit la manière de subsidier les associations sur le terrain, ça se passe un maximum par les centres culturels qui sont celles qui connaissent le mieux leur territoire.
Virginie Genjom, est-ce que pour vous aussi c'est un bon moyen d'action de la province de venir en complément des efforts des centres culturels locaux? Oui, je suis 100% d'accord. Nous, à la commune de Mont-de-l'Enclos, par exemple, on a des réunions régulières avec des représentants du centre du Pays des Collines. Et ce sont des incitants, des gens qui apportent, qui sont force de proposition pour des spectacles qui sont pensés localement, avec le folklore local, avec l'histoire locale, et qui permet de rencontrer un public local, même s'il peut être élargi aux touristes voisins. Mais c'est important, effectivement, ils connaissent le territoire, ils connaissent les citoyens, ils connaissent l'histoire de l'entité, et ils peuvent être vraiment les incitants pour offrir une culture qui s'adapte vraiment par territoire. Véronique Duren, vous êtes d'accord, la province a vraiment un rôle à jouer au niveau culturel sur le territoire? Alors moi je dirais qu'au niveau culturel, il faut surtout remercier la Maison du Tourisme, les offices du tourisme et également IDETA au niveau de culture et du patrimoine, tourisme qui ont un rôle essentiel. Et là on en vient, moi je dirais que la province finalement a plus un rôle d'invitation à des événements, mais le gros du travail entre guillemets est effectué par, comme je viens de le dire, la Maison du Tourisme et par l'intercommunal IDETA. Et donc moi comment j'envisage l'avenir au niveau culturel et tourisme de la province, c'est cette institution supracommunale, dont on va travailler par bassin de vie, parce qu'il n'y a pas une identité culturelle identique pour toute la province du Hainaut qui est très étendue. Mais par contre, par bassin de vie ou par sous-bassin, là, les communes peuvent avoir une identité culturelle, folklorique ou de tradition qui se rapproche, qui serait un peu plus proche. Et donc, on se sent plus wallon-picard que hainouillé, en somme. Voilà, tout à fait. Quand on fait du tourisme ou de la culture, c'est plus local. Je dirais que quand on va visiter la cathédrale, on ne va peut-être pas à Strépy, et donc c'est plus du tourisme de court séjour, de proximité, la culture, idem. Et donc il faut travailler vraiment avec les communes par bassin ou même par sous-bassin de vie. Et donc que la province se mette un peu en retrait sur ces aspects. Et que la province, à ce moment-là, se mette en retrait, c'est clair, oui. Mais pour moi, rebondir par rapport à ce qui a été dit, quand on voit aujourd'hui le travail, par exemple, des mémoires, par rapport au devoir de mémoire et tout le travail, parce que je travaille aussi à la Défense avant d'être candidat aux élections provinciales, et tout le travail qui est fait main dans la main avec le WHI, où des milliers de jeunes, des centaines et des centaines de jeunes sont conscientisés par rapport à ce devoir de mémoire. Je trouve que c'est quand même formidable ce qui est fait aujourd'hui par la province de Hainaut, et on n'a aucune structure actuelle qui pourrait la remplacer. Néanmoins, Véronique Duren parlait du tourisme, inciter les offices locaux, IDETA, et François Morage, est-ce nécessaire d'avoir en plus une institution provinciale qui s'occupe également du tourisme? Alors, de nouveau, je ne vais pas être étonnant, mais je trouve que c'est très inquiétant de remettre sur des intercommunales non définies, avec sans doute une opacité beaucoup plus grande dans ce qu'ils font et comment ils prennent les décisions. La province a l'avantage d'avoir un conseil provincial dans lequel, normalement, c'est difficile de voir. Pendant encore 6 ans. Hein. Oui, on verra, parce que ça, c'est eux qui le disent, c'est eux qui le disent, pas nous, et Écolo aussi, mais apparemment, mais pour certaines choses. Mais donc l'idée, c'est vraiment de faire attention à ce que le citoyen puisse voir de manière transparente chaque fois. J'entends ici la comparaison Patrick Sébastien avec les inattendus. Je trouve que c'est parfois un peu bizarre de faire cette comparaison-là, parce que finalement, on parle aussi de la jeunesse qui doit aussi donner son avis dans la programmation culturelle, les plus âgés, les plus jeunes. En fait, ce n'est pas une opposition d'une bonne culture ou une certaine culture. On est tous ensemble, et on peut aussi avoir la programmation où les citoyens, ce n'est pas spécialement les politiciens, pas spécialement des bourgmestres dans un endroit ou des conseillers, enfin des petits jetons de présence dans certaines intercommunales qui doivent décider de comment la culture doit se faire. Et le citoyen peut reprendre aussi son pouvoir, je veux dire. L'offre peut être très large. Et je suis assez d'accord avec le fait qu'il y a des choses à la province que les citoyens ne connaissent pas et qui peuvent aller voir sur le site de la province. Quand même, ça, c'est pas opaque. Surtout ce qui se fait par rapport à la culture et au patrimoine.
Je voudrais juste préciser que c'est un fait acquis que tout ce qui est en lien avec le secteur touristique, donc le tourisme fluvial, les points nœuds, etc., que c'est un des domaines qui vont être régionalisés et on attend aujourd'hui que la région nous revienne par rapport à cette régionalisation. Parce qu'on parle aujourd'hui de schizophrénie depuis le début du débat, mais la province n'attend que ça en fait. Hein. Nous, on n'a pas de tabou au Parti socialiste. On est prêt à discuter, à se mettre autour de la table, mais pour chaque compétence, il faut aujourd'hui qu'on ait une personne derrière qui est capable de la reprendre. Elle est là toute la complexité avec un fil rouge, une ligne rouge, c'est le maintien du service public et le maintien du personnel. Oxane Genette, on a entendu plusieurs pistes de propositions pour la culture, donc retourner plus sous le giron de la région ou des intercommunales dits d'État. Quel est votre avis au sein d'Écolo ? Pour nous, la culture, elle est majoritairement gérée au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et donc il y aurait une forme de logique qu'elle soit reprise à la Fédération Wallonie-Bruxelles. La partie plus touristique, elle par contre, est gérée à la région wallonne, et là ça serait aussi logique. D'ailleurs, de nos jours, toute la partie patrimoniale, eh bien en fait la province, la majorité du temps, elle ne vient que complémenter des investissements qui sont faits par la région. Et on se retrouve avec un doublonnage de travail sur l'analyse des dossiers qui sont rentrés par... donc pour nous, ça serait vraiment cohérent que ce soit géré au niveau de la région wallonne. Mais clairement, la culture, c'est un lieu essentiel pour construire un vivre ensemble dans nos territoires, pour qu'on sente que nos territoires se parlent, qu'on a une vie, on a du folklore, on a plein de choses dans nos territoires. Il faut vraiment laisser une place à la culture. Elle est essentielle pour construire une société qui puisse durer. Alors on l'a vu dans la séquence, un des fleurons du patrimoine de la province, c'est la cathédrale de Tournai. Il y a des chantiers qui sont faits, qui ont été très bien faits, mais qui ne sont pas complètement finis, peut-être faute de moyens. Donc j'avais envie de faire un petit tour de table rapidement. Si vous êtes au pouvoir à la province, est-ce que vous vous engagez à faire tout pour pouvoir achever cette rénovation de la cathédrale de Tournai? Véronique Durain. En un mot, parce qu'il ne vous reste que très peu de temps de parole. Oui, mais maintenant, quand on commence un chantier, forcément, il faut le terminer. Donc, bien sûr, il faut y mettre les moyens. Virginie Genjum, pour les engager. Avant de répondre, j'allais juste rebondir un petit peu par rapport à ce qui a été dit. En tant qu'élue et en tant que citoyenne surtout, je pense que garder des niveaux de pouvoir qui ont été élus, c'est primordial. Je rejoins mon collègue ici du PTB ainsi que mon collègue, enfin les trois présents ici. Les intercommunales, il n'y a pas d'élus directs. Et la Fédération Wallonie-Bruxelles non plus. Donc transférer, avant de penser à transférer, assurons-nous quand même aussi de la... Comment est-ce que ça peut être financé? Si on fait disparaître l'institution politique régionale, on perd aussi l'impôt qui va avec. Hein. Donc c'est quelque chose qui est préalable. Quand même, votre parti est un de ceux qui veut supprimer cette institution politique provinciale. Oui, c'est l'institution politique. Donc les transferts doivent se faire vers des niveaux élus. Donc vers la région, dont parler d'intercommunal, pour moi et pour notre parti, les engagés, c'est quelque chose qui n'est pas d'actualité. Vers la région ou la commune. On doit transformer l'enseignement vers la région, si je comprends bien. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, si on veut parler de l'enseignement, la Fédération Wallonie-Bruxelles n'est pas élue. Non, il faut un préalable. Avant de parler à transférer l'enseignement, il faut la première étape indiscutable, c'est d'aller vers un enseignement officiel unique. On en est encore trop loin pour pouvoir envisager l'étape d'après. Donc sinon, la question était sur le financement de la cathédrale de Tournai. Je rejoins Véronique. Si on a commencé, il faut achever. Il faut achever. François Mourage. Je vois mal de dire non en tant que tournaisien sur le fait que ce serait intéressant d'avoir la cathédrale qui soit terminée. De mon vivant, j'espère. Intéressant, mais il faut après trouver les budgets nécessaires. C'est un lieu magnifique et touristique qui permet à une région de se développer. Donc je pense que c'est plus qu'essentiel de mettre les moyens que pour pouvoir rénover cette structure. Oxane Genette. Et donc, oui, il faut poursuivre les travaux et ça se phase. Et donc, c'est normal que ça prenne le temps aussi. Il faut que les choses se passent l'une après l'autre. Clairement, le financement est largement régional. Et donc, ce n'est pas la province toute seule qui va décider est-ce que ça sera possible ou pas possible de sauver la cathédrale ou de la finaliser. C'est en discussion avec les autres niveaux de pouvoir qu'on va pouvoir le faire. Alors, votre temps de parole est quasi écoulé pour tout le monde, hein, mais comme nous avons posé la question aux candidats qui vous ont précédé, vous êtes peut-être les derniers candidats à vous présenter à la province, donc peut-être en un mot, pourquoi est-ce que vous vous présentez? Quel est juste votre état d'esprit? En un mot, Oxane Genette. Tant que l'institution existe, il faut qu'elle soit gérée, et donc il est tout à fait logique
d'y être pour être sûr que ça soit bien géré. Marion Clément. Mais quand je vois tout le travail qu'il y a encore à faire pour la personne handicapée, je trouve que la province aurait le niveau de pouvoir le plus à même que pour pouvoir venir en aide à toutes ces familles qui sont confrontées à cette difficulté. François Mariage. Nous, on n'envisage pas du tout. Morage. Pas de souci. Nous, on n'envisage pas du tout la fin des provinces et donc c'est un nœud institutionnel qu'on laisse à ceux qui souhaitent le supprimer. Mais voilà, on n'est pas du tout dans cette idée-là. Virginie Guamjom. Je pense, si je suis élue à la province, apporter toute l'énergie qu'il faut pour privilégier l'accompagnement, l'intégration des personnes handicapées ou en accident de vie, comme l'a dit mon collègue. Ça, c'est essentiel. Aujourd'hui, nous sommes la seule province au monde à accompagner les parents d'enfants avec un handicap prénatal ou postnatal immédiat. On est les seuls au monde. Et ça, c'est pas transférable puisqu'il n'y a personne d'autre qui le fait. Et Véronique Duren pour le MR. Mais moi, je trouve que, ayant été échevine, bourgmestre, députée wallonne, je trouvais que ça avait tout son sens que je puisse participer à cette réforme, à cette modernisation en profondeur de la province. Et donc, c'est pour ça que je souhaite être présente. Très bien, merci à tous pour votre participation à ce débat. C'est ici qu'il se termine. J'espère qu'il vous aura aidé à un petit peu mieux comprendre peut-être à quoi servait la province et à vous guider en tout cas à vous aider à poser votre choix pour le 13 octobre prochain. Ce débat est dès à présent disponible sur notélé.be et sur toutes les plateformes de podcast. Bon dimanche à tout le monde.